Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue, oui, encore une fois, dans mon salon. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, une nouvelle APCDC qui va traiter des personnages de films présents dans d'autres films que le leur. Des caméos, dis-les, des caméos. Non, des caméos, mais... Attention, ici, on a essayé, à l'exception du dernier exemple qu'on va vous donner, de ne pas tomber dans le piège des univers. C'est-à-dire que plusieurs réalisateurs développent un même univers dans lequel leurs films et leurs personnages sont. Tout ça est dans le même univers. Comme exemple, on peut prendre certains personnages tirés des films scénarisés par Adam Sandler. Et oui, mes amis, cette fois-ci, je vous amène inévitablement à travers un monde incroyable d'intertextualité et de références que sont les caméos des personnages de films dans d'autres films. Dans mon salon, 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 dans mon Le sergent Hartman de Full Metal Jacket. Tous ceux et celles qui ont déjà vu Full Metal Jacket se souviennent irrévocablement du sergent Hartman, interprété par R. Lee Ermey. Mais est-ce que vous saviez qu'il a déjà rejoué ce personnage? Enfin, plus ou moins. Ben oui et non. Oui, mais non, mais oui. Ce personnage, donc haut en couleur, est présent dans le film The Frighteners de James Cameron, mettant en vedette Michael J. Fox dans son dernier grand rôle principal. Le sergent Hartman apparaît donc sous les traits du personnage fantomatique du sergent Hills, gardien de la tranquillité du cimetière de la petite ville de Fairwater. Hein, mais il porte pas le même nom, donc c'est pas le même personnage. En fait, oui, t'as raison, mais non, t'as tort. En réalité, le personnage écrit et imaginé par Peter Jackson et sa conjointe Fran Walsh était à la base une parodie satirique du sergent instructeur Hartman, incarné donc par R. Lee Ermey dans Full Metal Jacket. Après beaucoup d'auditions qui se sont révélées malheureusement infructueuses en Nouvelle-Zélande, ils vont donc décider de faire appel au seul acteur pouvant parodier à outrance et convenablement le célèbre sergent instructeur, j'ai nommé R. Lee Ermey, et c'est pourquoi on le retrouve dans ce rôle. Et là, attention, je tiens à le répéter, ici il y a une petite voire une grosse différence, c'est pas le même nom. Hein, on a le droit au sergent Hartman et au sergent Hales. Et c'est peut-être aussi juste pour laisser l'œuvre de Stanley Kubrick en paix. T'as pas besoin de référencer à outrance. Le Doc Brown de Back to the Future. Qui ne connaît pas en ce beau monde Doc Brown? Great Scott! 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 Tout le monde aime le Doc Brown, interprété par Christopher Lloyd, et le charisme, le charme ainsi que l'énergie de ce personnage en ont fait une star immédiate et une référence geek incontestable. Et aussi bien que, effectivement, parfois on peut le voir ailleurs que dans Back to the Future, comme dans certaines publicités. Mais ici on parle de film, et plus précisément de A Million Ways to Die in the West. La séquence dure moins d'une minute sur la durée d'exécution du film de 116 minutes, et ce clin d'œil, cette référence, cette intertextualité n'a aucune incidence sur l'intrigue globale du film. C'est un pur délire de fanboy de la part du réalisateur Seth MacFarlane, et c'est pas sa première fois, car il est, rappelons-le, le créateur et principal producteur des Griffins. Et peu importe que A Million Ways se déroule en 1882 et non pas en 1885 comme dans la troisième partie de Back to the Future, et peu importe que l'action se passe dans la ville de Old Stump et non pas à Hill Valley, on s'en fout, ok? Pendant 5 secondes, on s'en tape solide. C'est clairement le genre de moment dans un film qu'on souhaite tous vraiment voir et qu'on s'y entend pas. Et c'est pas le seul à faire un magnifique caméo dans ce film, on peut apercevoir Jamie Foxx en Django, et ici ce n'est pas une scène gratuite, oh que non, c'est même logique et ça colle directement avec le personnage de Django. On peut le voir en train de rendre la monnaie de sa pièce à un amuseur public qui incite les gens à tirer sur des images représentant odieusement des esclaves afro-américains. Bon, est-ce que je dois vraiment en dire plus pour expliquer la raison de ce règlement de compte? Non? Tant mieux. Jay et Silent Bob dans Scream 3. L'un des avantages d'être un réalisateur et un acteur qui a créé un univers cinématographique indépendant, eh bien c'est que vous pouvez vous donner vous-même les rôles que vous plaît dans vos propres films. Et c'est bel et bien le cas avec Kevin Smith et son complice de toujours Jason New, incarnant les intemporels personnages de Jay et Silent Bob dans plusieurs des films de Smith que l'on appelle, oui, le View-Ask Universe. Parce que non, Marvel n'a absolument rien inventé avec son MCU. Mais est-ce que vous saviez que Jay et Bob ont déjà apparu dans des films non View-Ask Universe? Non? Oh oui, je suis certain que vous vous en souvenez, mais que il faut toujours
petit refresh de mémoire. I'm here for that, man. Pour le premier exemple, on se dirige vers le film Fanboy réalisé par Cal Newman, sorti en 2011. Alors pour cette apparition étrange, les deux inséparables sont un peu différents de leur personnage de base. Moi, disons que c'est la version un peu plus trash de J-Bob. La scène se déroule devant la salle de bain d'une station-service où le personnage de Jay Baruchel, Windows, attend son tour. Silent Bob arrive en étant pas silencieux et puis boum, Jay sort en trompe de la toilette et dit qu'il ne fera plus jamais ça, sous-entendant bien entendu une fellation sous honoraire. Dans cette version de Jay et Bob, il est fortement suggéré donc que dans la scène que Bob est le proxénète de Jay. Une relation qui s'enfonce toujours un peu plus loin. Mais c'est tout, mais c'est pas tout. On peut les apercevoir dans le troisième film Scream de Wes Craven, dans lequel ils apparaissent en train de faire une visite du studio hollywoodien où le film dans un film de Scream est tourné. Petite apparition qui leur donne juste le temps de confondre le personnage de Gail Weathers avec la présentatrice de nouvelles dans la vraie vie réelle véritable, Connie Chung. Tels des gros connards, ouais. Et là, attention, je suis vraiment fier de mes petites recherches personnelles parce que oui, il y a beaucoup de sites qui relaient cette information sans jamais vraiment vous la montrer. En fait, il n'y en a pas un qui vous le montre correctement. Moi, je suis là pour ça et je vous le montre correctement. On va donc revenir au tout premier film Scream de Wes Craven, sorti en 96, qui a été un succès immédiat et avec raison. Et personnellement, moi j'ai vécu la folie du premier film, et oui, ma génération a clairement été marquée par Ghostface. Donc dans ce film, on se souvient de la scène du party qui précède le massacre final. Et bien dans cette scène, on peut apercevoir une copie VHS du premier film de Smith, Clerks, si on prend bien attention de regarder comme il faut. Ce qui signifie irrévocablement que le View Ask Universe est aussi fictif dans l'univers des Scream, donc que les films de Kevin Smith sont aussi des films de Kevin Smith dans l'univers des Scream. Il me semble donc fort improbable et même impossible que les personnages de fiction Jay et Silent Bob apparaissent dans un film dont la diégèse nous démontre que ces personnages sont aussi fictifs. Tout le monde me suit? Oui, je vais pas trop vite. Everybody follow me? Yes, I'm not too fast, yeah. Ah non, c'est pas plus grave que ça, non, ça veut juste dire que Jay et Bob, c'est des êtres cosmiques capables de transcender les univers cinématographiques les uns les autres pour aller les visiter. C'est pas... la routine. À moins que ce soit pour remettre de l'emphase sur le fait que le film Scream se passe sur un plateau de film en tournage pour un film basé sur l'assassinat des deux derniers films qui s'avère être la réalité pour eux étant donné qu'ils sont aussi dans la diégèse des films. Excuse-moi, est-ce que tu as dit film? Oui. Mais dans les faits, il faut pas oublier que les personnages de Jay et Silent Bob étaient vraiment très populaires auprès du même public cible que la série Scream et que Kevin Smith et Jay Mew sont bien connus et très bien appréciés dans le milieu du cinéma. D'où les nombreux caméos de vedettes présents dans les films de Smith. Ah oui, c'est vrai. En parlant de caméos, n'oublions pas que Wes Craven lui-même en fait un dans Jay et Silent Bob Strike Back un an après Scream 3, contribuant un peu plus au mindfuck de la chose. Et soulignons leur mini-apparition dans le film Les Super Nanas. Ainsi donc se clôt ce chapitre, malheureusement. Uncle Hank dans Requiem for a Dream et Black Swan. Attention, ici, je tiens d'emblée à vous rappeler que Uncle Hank est notre exception à la règle des univers, tout simplement parce que sa présence dans les films de Darren Aronofsky est, disons, subtile. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Bref, je suis pas mal certain qu'on va tous entendre sur un fait, Requiem for a Dream n'est pas un film à mettre sous toutes les rétines. C'est pas fait pour tout le monde, disons, hein. Pour les fins connaisseurs, peut-être connaissez-vous déjà l'existence de Uncle Hank sans que son nom vous soit pour autant si familier. C'est-à-dire que la scène où il est présent, elle, est bien pas mal sûre qu'elle vous a marqué. L'Oncle Hank est nul autre que le mec sordide qui suggère que le personnage de Jennifer Connelly dans Requiem for a Dream, Marion, pousse un peu plus loin sa pratique sexuelle lorsqu'elle participe à une soirée de sexe pour collecter des fonds pour son héroïne. Si vous avez eu la chance de ne pas avoir été témoin de cette merveilleuse scène cinématographique, eh bien vous avez juste à savoir que Marion regrette un peu d'être là. Selon la petite histoire, le réalisateur Darren Aronofsky se sentait un peu mal à l'idée d'embaucher Stanley B. Herman pour une seule journée et de le créditer comme le pervers. Il lui a donc donné le nom de Uncle Hank. Mais alors, où peut-on, dis-moi, revoir ce personnage si charmant? Eh bien, Herman a repris le rôle dans Black Swan, aussi réalisé par Aronofsky, en tant que l'homme qui harcèle le personnage de la ballerine Nina avec des gestes obscènes alors qu'elle monte dans le métro. Personnage qu'on peut voir dans la même situation dans le film Pi, le premier long métrage de Aronofsky, sorti 12 ans plus tôt. Et sachez que l'origine de ce personnage dans les films de Aronofsky remonte à 1991 lors de son deuxième court-métrage, et on peut le voir dans son dernier film Mother, où il est crédité simplement comme Fornicator. Et oui, effectivement, jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'il y a une espèce de moule de personnages semblables qui émerge de la collaboration de Herman et de Aronofsky.
Un moule bizarre, mais un moule pareil. Et oui, malheureusement, les amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC traitant, si vous avez toujours pas compris, des caméos des personnages de films qui sont pas dans leur film. Ah! Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi, oui, vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste si ce n'est pas déjà fait. Pour les plus curieux, eh bien, oui, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Facebook ou bien sur Instagram. Je tiens encore à vous remercier chacun d'entre vous d'être présent sur la chaîne. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et oui, vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Shit. La Sainte n'est pas un film à mettre sous tous les... Pour les connaissants, Sinon, toi, ça va? Hein? long métrage de Aronofsky, sorti de Darren Aronofsky,